Bonjour à vous mes très chers amis, c'est la deuxième partie de ma vidéo consacrée au tour d'horizon donc des premiers matchs joués dans l'Euro féminin. J'espère que vous êtes allés voir la première partie. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire pour que vous ayez une vue générale de tous les matchs qui se sont joués, que vous ayez aussi un aperçu des forces et des présences, des forces et des faiblesses présentes, on va dire les choses dans l'ordre, concernant donc ce tournoi. Là, on va aborder donc les derniers matchs du groupe C et du groupe D et on finira bien sûr par le meilleur avec ce France-Angleterre. C'est parti les amis. Est-ce que j'aurais pas un peu sous-estimé la Mannschaft concernant cet Euro féminin? Est-ce que j'aurais pas sous-estimé cette équipe d'Allemagne tant elle a été prodigieuse contre la Pologne? Alors j'entends beaucoup de gens me dire: «Oui, mais c'était simplement la Pologne en face». La Pologne, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, hein. C'est une équipe qui pratique du football, très souvent du très beau football, qui marque des buts, qui marque beaucoup de buts, qui commence vraiment à s'inscrire dans le paysage des nations européennes qui voilà, comptent, qui se qualifient maintenant pour les tournois majeurs, qui a dans son sein quand même des joueuses intéressantes, ne serait-ce que l'attaquante Eva Pajor, qui joue pour le Barça. Non, c'est pas une équipe à sous-estimer. Et je trouve que l'Allemagne a surclassé vraiment dans cette rencontre cette équipe de Pologne. Il suffit de regarder les stats pour s'en persuader. 25 tirs réalisés côté allemand contre simplement 10 côté Pologne. Alors, l'Allemagne, c'est une équipe qui produit un football offensif, qui aime se projeter en nombre, et ça a été le cas dans ce match, même si sur ces 25 tirs, seulement 6 ont été cadrés. Donc il faudra régler la mire pour les attaquantes allemandes, 2 tirs simplement cadrés pour la Pologne, donc ça a été un match en souffrance, on va dire, j'imagine, pour Eva Pajor. 71% de balles contre 29% pour la Pologne, 567 passes réussies côté allemand contre simplement 234 côté polonais, 87% de précision de passes réussies contre 60% simplement à la Pologne. C'est des stats dignes de l'équipe d'Espagne. Et l'Allemagne, oui, avec ce match, envoie aussi un message très fort à l'ensemble des pays concernés par cet Euro féminin. Et en plus, ça a été un match plaisant parce qu'il y a eu moins de 15 fautes sifflées dans ce match. Donc ça a vraiment été un match plein, un match agréable à voir, avec une équipe allemande qui a surclassé, bien évidemment, cette équipe polonaise. L'Allemagne aurait mérité de gagner avec un plus large score, effectivement, ce match. Donc il faudra travailler sur la lucidité devant le but. C'est l'axe d'amélioration, je pense, pour le coach allemand. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Pour les buteuses, Jules Brand, donc la néo-lyonnaise, qui entre avec brio donc, dans ce tournoi féminin. Et puis Léa Schuller, donc à la 66e minute, qui vient parachever donc, le succès allemand concernant cette rencontre. Et maintenant, on en vient au groupe D, le groupe de la mort, je vous le rappelle, avec les Pays-Bas, l'Angleterre, la France et le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est le petit pousset du groupe, effectivement, novice à ce niveau, c'est son premier tournoi majeur pour ce Pays de Galles. On va dire la dernière danse pour Jess Fishlock, la légendaire joueuse galloise, c'est très très bien pour elle, mais on sait que le Pays de Galles, forcément, va jouer le rôle de victime expiatoire, c'est pas facile à dire, pour les trois grosses nations, et c'est celui qui mettra le plus de buts au Pays de Galles qui peut-être pourra s'en sortir. On sait que le goal average va jouer un rôle aussi très important pour déterminer le classement dans ce groupe. Donc la Hollande a une mission très claire, c'est de gagner contre le Pays de Galles et de gagner, si possible, par un large score. Mission, on va dire, remplie, puisque
La Hollande a quand même surclassé cette équipe galloise. Il y a eu 19 tirs du côté de la Hollande contre 5 simplement du côté du Pays de Galles. 7 tirs cadrés pour la Hollande et 0 tir cadré. Donc la Hollande n'a rien, enfin le Pays de Galles n'a rien eu à se mettre sous la dent en termes offensifs. 68% de possession de balle côté Hollande, 32% simplement côté gallois, 534 passes réussies, 255 côté gallois, 86% pour la précision des passes, à 67% pour le Pays de Galles. Et ça a été là aussi un match plutôt plaisant, moins de 15 fautes dans ce match. Pour les buteuses, on a Viviane Miedema qui a marqué un bijou. Allez voir ça sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Donc à la 45e minute plus 2, donc on était dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ça a fait du bien vraiment au Pays de Galles qui a longtemps buté sur la défense valeureuse du Pays de Galles. Et derrière, à la reprise de la mi-temps, les Pays de Galles les Pays-Bas qui doublent le score par l'entremise de Victoria Pelova. Et enfin Esme Brutz, la talentueuse latérale du Barça, qui parachève le succès hollandais à la 57e minute. Donc 3-0. La Hollande est première du groupe et mène à la différence de but par rapport à la France. Et on finit donc ce tour d'horizon par le dessert, par ce France-Angleterre qui nous a fait vraiment très plaisir. Alors, on savoure bien sûr la victoire de l'équipe de France, mais pour autant, on ne va pas s'enflammer. J'ai mes notes avec moi parce que je vais vous balancer pas mal de choses concernant les deux équipes et puis les chiffres liés donc à la rencontre. Alors, déjà, comme je l'ai dit, on savoure, mais on ne s'enflamme pas parce que la France, en ouverture d'une compétition majeure, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde ou les JO, c'est 10 victoires, 2 nuls, 3 revers simplement. Les Bleus ne se sont plus inclinés dans leur premier match d'un tournoi majeur depuis les JO 2012, sous l'ère Bini, on s'en souvient, avec une grosse équipe aussi à l'époque. Et là, franchement, ça m'avait fait très mal que la France ne récolte aucune médaille, alors qu'elle avait produit un super, super jeu, notamment contre le Japon et ensuite contre le Canada. Bon, on va refermer quand même la blessure. Donc voilà, la France, ok, elle sait y faire sur les premiers matchs d'ouverture, sur les premiers matchs d'un tournoi majeur. Ce n'est pas une garantie pour autant que derrière, elle fasse quelque chose, bien au contraire. Ensuite, on va balancer les chiffres. Sur le match, la France c'est 14 tirs, l'Angleterre c'est 12. 6 tirs cadrés, 2 simplement pour l'Angleterre. L'Angleterre qui est championne d'Europe en titre. L'Angleterre qui remet son titre en jeu. Eh ben, n'a réussi que 2 fois dans le match à cadrer ses frappes. Après, quand on regarde, alors c'est pour ça que les chiffres, on peut leur dire beaucoup de choses. Sur la possession, 42% pour la France, 58% pour l'Angleterre. 341 passes réussies pour la France, 464 pour l'Angleterre. 77% de précision dans les passes, 82% pour l'Angleterre. Donc là, on peut se dire quand même que les Anglaises ont dominé le match. Quand on regarde le match, on ne peut pas tirer cette conclusion-là, tout simplement parce que c'est la configuration du match qui a fait que vous avez ces chiffres-là. Je m'explique. La France menait 2-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps s'est contentée, on va dire, de rester derrière et en voulant préserver son avantage. Ça a été dit, ça a été confirmé par Laurent Bonadei dans les interviews post-match. Et donc l'Angleterre avait le ballon, l'Angleterre se faisait des passes, mais l'Angleterre se faisait des passes latérales et des passes derrière. Donc là, vous avez une précision de passe qui est plus grande que quand vous essayez de vous faire des passes vers l'avant. Forcément, c'est beaucoup plus difficile. Donc ces chiffres-là,
s'explique ainsi: la France a fait un superbe match et a surclassé l'Angleterre, on va dire de la 15e minute à la 85e. Quand Keira Walsh a marqué, ensuite l'Angleterre a poussé très, très fort, effectivement, pour essayer d'égaliser. Voilà ce qu'on peut dire donc sur les chiffres. Après, j'aimerais revenir, donc je vous invite à aller, sur les comptes X de Première Ligue Reporter et de Daniel Marquez, qui sont vraiment formidables concernant les chiffres. Si vous adorez ça, je vous invite à aller, vous, abonner à leur compte. Alors, je vais reprendre certains chiffres. Les Anglaises, donc j'avais dit, qui n'avaient, enfin qui sont championnes d'Europe en titre, n'ont encaissé seulement enfin, ont encaissé seulement 2 buts sur toute la compétition lors de leur sacre à l'Euro 2022. Elles en ont donc pris autant en 3 minutes face aux Bleus. Donc c'est dire la prouesse réalisée par la France. La France a battu une équipe du top 5 au classement FIFA en compétition majeure pour la 3e fois seulement de son histoire. Un nul, 12 défaites. Donc ça aussi, c'est prodigieux. La France qui a du mal, je l'ai dit, face à des grosses nations qui mettent beaucoup d'intensité, qui mettent un pressing important en place. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. 24 buts inscrits en 9 rencontres, toutes compétitions confondues en 2025. C'est autant que l'ensemble de l'année 2024 en 16 matchs. Donc c'est une équipe, et je pense que c'est grâce au 4-3-3 qui lui permet d'avoir des garanties défensives. Alors après, il faut voir les joueuses qui animent ce secteur-là, hein, défensif, mais ça leur permet aussi de se projeter en nombre et de marquer des buts. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Est-ce que j'ai d'autres choses? Euh, Ah oui, alors on va quand même aussi, le foot c'est un sport collectif, mais on peut ressortir quand même certaines individualités. Alors, elles ont marqué lors de 6 rencontres de suite en compétition officielle avec l'équipe de France. Donc, vous avez 7 buts. C'est Marie-Antoinette Katoto de novembre 2020 à novembre 2021. Vous avez 6 buts Marinette Pichon, octobre 2001 à août 2002. Et enfin, vous avez Sandy Baltimore avec 6 buts également, de février 2005 à juillet 2005. Et la série est en cours concernant Sandy Baltimore. Donc on espère vraiment qu'elle restera intenable devant. Je voudrais aussi ressortir une autre fille qui a fait du sale. Je ne peux pas dire les choses autrement. Delphine Cascarino, qui a piétiné, humilié Jess Carter, qui a fait vraiment une très très forte impression. MVP du match, donc meilleure joueuse du match, c'est totalement mérité. Elle a emmené dans son sillage la totalité de l'équipe de France. Elle a été vraiment incroyable. Elle a fait très très mal à cette équipe anglaise. Elle a appuyé là où il y avait vraiment des failles dans cette équipe. Elle en a vraiment profité et puis elle a utilisé à merveille, on va dire ses qualités physiques, ses qualités de vitesse, sa technique aussi, qui en font une joueuse à part. Moi, j'avais rêvé secrètement, je l'ai dit à plusieurs reprises, que Delphine décroche le Ballon d'Or quand elle était à Lyon, mais je trouvais effectivement qu'elle en faisait pas, qu'elle n'allait pas au bout de son potentiel. Elle se contentait de elle se contentait, voilà, de faire le minimum avec l'Olympique Lyonnais et avec l'équipe de France. Là, elle a mis un cran au-dessus en termes d'intensité, en termes d'agressivité. Elle est puissante, encore une fois, et elle peut vraiment faire quelque chose de fou dans ce tournoi. J'espère qu'elle a vraiment de l'ambition personnelle aussi, l'ambition avec l'équipe de France, mais de l'ambition personnelle également dans ce tournoi. Voilà ce que je pouvais dire donc sur la rencontre. Je vais finir quand même sur l'équipe d'Angleterre, sur Sarina Wiegman, en indiquant que Sarina Wiegman était totalement invaincue
et avec les Pays-Bas, quand elle a été championne d'Europe en 2017, et avec l'Angleterre, quand elle a été championne d'Europe en 2022, sur un tournoi européen, sur le championnat d'Europe des nations. Elle était totalement invaincue jusqu'à ce qu'elle rencontre la France au premier tour donc de ce groupe D. Sur ce les amis, va va voum!